Il est 8h37 sur RMC et BFM TV. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Député Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous ce matin. En temps normal, je vous aurais demandé si vous étiez satisfait du nouveau gouvernement et vous m'auriez dit non. Mais là, vous avez quand même un motif de satisfaction, hein ? Non, écoutez... Je crois d'abord que c'est pas la vraie actualité qui préoccupe les Français. Moi, j'ai été troublé hier de voir que la vraie actu, c'est que, et c'est les chiffres qui sont sortis hier, c'est que 9 millions de Français sont en situation de précarité. Je veux le dire parce que... Non, mais on reviendra sur l'actualité, oui, sur le reste non, de l'actualité, Sébastien Chenu. À la Ma politique, première question... évidemment, mais je trouve que le vrai fait hier, c'était celui-ci. Ma première question est sur le remaniement. Est-ce que le départ de Pape Ndiaye, c'est une victoire pour vous ? Non, mais vous savez, même quand on n'entend rien avec eux, on est déçu. Oui, d'accord, le départ de Pape Ndiaye, c'est bien, mais c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, ce remaniement. Pape Ndiaye était en situation d'échec. C'était un ministre que nous avons beaucoup combattu parce qu'il était wokiste, parce qu'il a eu des propos sur la France, des écrits même sur la France qui étaient absolument insupportables. Donc, ok, bonne nouvelle, bon débarras. Le Pen, hein. Ce choix de mettre un homme qui défend l'indigénisme, le racialisme et le wokisme à la tête de l'éducation nationale, c'est un choix terrifiant pour les parents et grands-parents que nous sommes. C'est ce qu'elle écrivait l'an dernier lors de sa nomination. Mais en un an, l'école n'est pas devenue le temple du wokisme, du racialisme et de l'indigénisme. Non, mais Pape Ndiaye a abandonné les principaux de collège aux problématiques de port de abaya parce qu'il n'avait pas le courage de s'attaquer à l'entrisme de l'islamisme. Pape Ndiaye a été incapable de nouer une relation de confiance avec les enseignants, avec les familles. Il a été aussi incapable de travailler sur toutes les problématiques de harcèlement scolaire. Moi, j'ai déposé une proposition de loi d'ailleurs en ce sens. Pape Ndiaye ne s'est pas attaqué à tout ça. Bon, en plus d'être idéologiquement quelqu'un de très marqué, un déconstructeur absolu, il a été une nullité affligeante. Donc oui, bon débarras, tout le monde est content de Pape Ndiaye. Et je pense que tout le monde est content. L'arrivée de Gabriel Attal, qui hier a évoqué la laïcité, qui a évoqué l'autorité de l'enseignant, qui a évoqué le harcèlement scolaire, le remplacement des profs, c'est une bonne nouvelle ? Oui, alors c'est pas une mauvaise nouvelle parce que le discours est très différent. Mais moi, je me méfie des discours de Gabriel Attal. Vous avez senti la rupture des hier ? Oui, probablement. Il n'y a pas la même approche, c'est une évidence. Enfin, Gabriel Attal, il parle beaucoup. Hein. Je me souviens quand il était au compte public, il y a donc encore quelques heures, il devait faire la chasse aux fraudeurs. Le résultat nous semble pas vraiment à la hauteur. Donc, il a une culture, oui. Enfin bon, il a une culture du mouvement des jeunes socialistes. Il a une culture, voilà, de quelqu'un dont on va attendre de le voir à l'œuvre. Sincèrement, moi, je ne lui fais pas de procès d'intention. Il a dans le discours, il est en rupture avec Pape Ndiaye. On va voir si réellement il arrive à s'attaquer aux problématiques de laïcité, à s'attaquer aux grands défis de l'autorité à l'école et puis aussi du niveau et bien entendu de la situation des enseignants. Donc il a un chantier énorme face à lui. Pape Ndiaye a été en échec total dans sa mission. Gabriel Attal parle, on peut le rejoindre dans le discours, on peut comprendre ce qu'il dit, on peut avoir des points d'accord, mais je me méfie des grands discours, d'autant plus que dans ce gouvernement, parler, c'est souvent la seule chose qu'il sache faire. Sébastien Chenu, il est déjà pris pour cible, hein, Gabriel Attal. Alors pas par vous, par un soutien d'Éric Zemmour, l'ancien ministre et fondateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers. Tweet qui a scandalisé à gauche dans la majorité, qui n'a suscité pour l'instant aucune réaction dans votre camp. Je vais vous le lire. La nomination de Gabriel Attal, écrit Philippe de Villiers pour remplacer Pape Ndiaye, c'est la catastrophe de l'été, c'est le passage du woke au LGBT. Est-ce que ça vous choque comme propos ? Oui, moi, je suis face à vous ce matin, donc je peux réagir, et je trouve que c'est consternant. Venant de quelqu'un comme Philippe de Villiers, qui est quelqu'un qui a un certain niveau, on n'attend pas des attaques personnelles sur ce nouveau ministre de l'Éducation nationale. Vous ne faites pas ce procès-là d'être communautariste, Gabriel Attal, ce que sous-entend Philippe de Villiers, dans un tweet qui, encore une fois, a beaucoup scandalisé. Je ne vois pas en quoi la vie privée de Gabriel Attal en fait un acteur du communautarisme, pas du tout. Donc je trouve que c'est un propos qui est déplacé, venant de Philippe de Villiers. Je n'y souscris pas et je trouve que ce n'est pas au niveau du combat politique que nous devons mener. Mais pour revenir sur ce remaniement, sincèrement, quand on fait un remaniement, c'est pour dire quoi ? Ou c'est pour changer de cap politique, c'est pour donner une nouvelle orientation. Or, il n'y a pas de nouvelle orientation. D'ailleurs, il n'y a pas d'orientation depuis les législatives. Il y a une prise de parole tout à l'heure d'Emmanuel Macron en ouverture du Conseil des ministres. Enfin, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron change radicalement la position qui est la sienne, l'orientation de ce gouvernement. Ou alors, c'est pour élargir sa majorité. Il n'y a pas d'élargissement. Ils se sont au contraire rétrécis. On voit bien, ce sont les acteurs fidèles de la Macronie. Les gens qui rentrent au gouvernement sont archi-fidèles. Ce sont des acteurs historiques, parfois même hystériques, de la majorité macroniste. Vous pensez à qui ?
je pense à tous ces députés qui ont souvent parlé fort pour défendre Emmanuel Macron, sont des archi-fidèles, soumis fans d'Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas d'élargissement, il y a un rétrécissement. Je pense que c'est un gouvernement qui rétrécit, tout comme cette majorité Puisque rétrécit. vous évoquez les députés, en attendant, donc le travail parlementaire se poursuit. Je rappelle que vous êtes vice-président aussi de l'Assemblée nationale, avec une loi d'urgence qui a été votée hier, qui doit permettre de reconstruire les dégâts causés par les émeutes de fin juin. Loi donc définitivement votée, unanimité au Sénat, quasi-unanimité à l'Assemblée. Mais votre groupe, le Rassemblement national, a voté contre. Pourquoi ? Vous ne souhaitez pas reconstruire ? Vous souhaitez priver les communes non, pas du tout. On des souhaite aides priver pour reconstruire personne. les dégâts Simplement, il faut que vous compreniez bien une chose, c'est que nous ne sommes pas là pour faire comme les autres. Nous ne sommes pas là pour mener les mêmes politiques que les autres, qui depuis 40 ans amènent les résultats que nous connaissons. Et nous ne sommes pas là pour que les Français, les contribuables, avec leur argent, qu'on leur pique du matin au soir, viennent à nouveau reconstruire, participer à la reconstruction de ce qui a été détruit par des émeutiers. Donc on fait quoi ? On laisse tout détruire ? Pas du tout. Il y a une différence de philosophie extrêmement forte dans ce qui nous anime et ce qui anime le gouvernement. Il y a 650 millions d'euros minimum de dégâts, dont 30% sont liés aux collectivités locales. Ce projet de loi visait d'abord à faciliter... C'est pas un texte budgétaire, c'est un texte qui lève exactement des contraintes administratives. J'allais vous dire. Il vise d'abord à lever un certain nombre de contraintes urbanistiques, administratives, etc. Et nous avons voté l'article sur ces contraintes administratives. Mais ce qui manque à ce texte de loi, la philosophie que nous n'acceptons pas et à laquelle nous ne voulons pas souscrire, c'est le fait de faire payer les casseurs. Nous n'acceptons plus que ce soit les Français, les contribuables, quels qu'ils soient, qui soient mis à contribution. Eh bien, on fait payer. On fait payer des délinquants pour reconstruire, par exemple, les 2 écoles de la Verrière je vais vous expliquer. Qui ont été brûlées. On doit mettre dans ce pays un simple principe qui est celui de casseur-payeur. On connaît le principe d'ailleurs pollueur-payeur. Eh bien, casseur-payeur. Lorsque vous cassez, eh bien, vous devez être sanctionné. Et l'argent qu'on peut récupérer, que ce soit via des amendes, tout le monde n'est pas insolvable, eh bien, doit être redirigé vers les constructions, vers la réparation. Et si vous avez cassé, vous allez devoir payer, y compris jusqu'à la fin de vos jours, y compris lorsque vous trouverez un boulot, on vous fera une saisie sur salaire, y compris lorsque vous aurez... C'est une condamnation derrière à vie, en quelque sorte. Quand vous avez cassé, vous devez vous acquitter de votre réparation tout au long des mois et des années qui viennent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réhabilitation, quelqu'un qui aurait cassé, vous dites à vie, ce sera un prélèvement sur salaire. Non, quand vous avez terminé de payer, eh bien, vous êtes réhabilité. Mais je veux dire, il faut mettre des principes qui sont différents. Aujourd'hui, les Français ne peuvent plus accepter, et nous n'acceptons pas en tous les cas, qu'on revienne sans arrêt à la case départ, comme si de rien n'était, en disant, écoutez, il y a eu des émeutes, aucune leçon n'en est donnée, et à la fin, on demande encore aux Français de mettre la main à la poche. Sébastien Chenu, si il n'y a pas de réparation, si c'est l'État qui s'efface en quelque sorte, il y a aussi ce risque de voir, ce que l'on a vu, les images de Nice, de Cavaillon, où les autorités publiques soupçonnent des trafiquants de drogue d'avoir repris la main, d'organiser des kermesses, d'organiser la solidarité en local. Donc en fait, c'est l'État qui capitule si on ne reconstruit pas. Ah mais l'État a capitulé depuis longtemps. Vous savez ce que disait Anatole France, il n'y a plus d'État, il n'y a que des administrations. Et c'est un peu ce à quoi nous sommes aujourd'hui. Mais ne pas reconstruire, c'est pas l'État qui s'efface et qui laisse la main précisément à la débrouille. Ça a été la politique aux trafiquants. Ça a été la politique de la ville pendant 40 ans. C'est-à-dire, on a réparé des vitres, on a réparé des ascenseurs, on a réparé des escaliers, on a repeint des quartiers. Moi, je ne suis pas pour qu'on abandonne la politique de la ville et des quartiers. Moi, par exemple, je soutiens un plan ANRU dans ma ville de Denain. L'ANRU, c'est Jean-Louis Borloo qui l'a monté. Ça fonctionne plutôt bien, mais je suis contre le fait qu'on disperse de l'argent public à des associations comme on le fait depuis 40 ans, tout simplement pour tenir les quartiers, pour acheter la paix sociale. Le rétablissement de l'autorité. Et d'ailleurs, vous parlez des problématiques de drogue dans un quartier de Marseille, je crois, de Cavaillon. De Cavaillon. Je rappelle qu'il y a un an, Gérald Darmanin le racontait sur votre plateau, qu'il allait faire fermer tous les points de deal en France. Un an après, échec total. Je veux dire, quand on ne sait pas faire, quand on ne veut pas faire, comme Gérald Darmanin, on n'annonce pas des choses pareilles. Mais est-ce que c'est pas pire de voter, par exemple, contre une loi qui permet précisément de reconstruire des équipements, des écoles, la Poste, notamment. Vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, c'est pas cette loi qui va empêcher ou pas de reconstruire. Cette loi, elle vise à lever un certain nombre de barrages administratifs. Nous disons que cette
cette loi ne fait pas son boulot. C'est pour ça que nous ne la votons pas, parce qu'elle ne permet pas de faire entrer dans le cadre de la loi le principe du casseur-payeur. Le rétablissement des autorités dans notre pays. Je dis des autorités parce que c'est dans l'éducation nationale, on en a parlé, c'est évidemment dans la justice, on en a parlé, mais c'est aussi à l'école. C'est un chantier extrêmement important. Aujourd'hui, ce gouvernement est en échec total.